Alors voilà, merci de vous être connecté sur OVNI Paris. Cette conférence, de toute façon, va être diffusée sur YouTube à partir du site ovniparis.fr et puis elle sera accessible aussi depuis Facebook par un lien vers le site. Alors moi, je suis Patrice Galacteros, je suis le président d'OVNI Paris, cette petite association. J'ai pris la suite en 2017 de Guy Lothaire, qui avait fondé l'association. On est en quelque sorte, on vient en fait des repas ufologiques, qui à un moment couvrait toute la France. Il y a eu des problèmes. Guy Lothaire a pris son indépendance en 2017. On m'a demandé de prendre la suite. Donc notre but est vraiment numéro un, c'est de diffuser de l'information ufologique. Ufologie et phénomènes associés. Comme chacun sait, la limite entre les deux est souvent floue. Donc on cherche un équilibre entre. J'ai invité quelquefois des sceptiques. Je me méfie un petit peu, je suis très franc, je préfère des gens qui sont plus positifs, mais des fois les sceptiques apportent leur pierre à l'édifice quand ils font des enquêtes, de très bonnes enquêtes. Et puis je me méfie aussi des gens un peu trop enthousiastes, je pense aux sectes là, qui vraiment qui sont dangereux. Alors j'ai entrepris un tour de France des enquêteurs de terrain en ufologie. J'ai fait le tour de la France en partant du sud, avec plusieurs personnes comme Thierry Collin, Didier Gomez. Ensuite, je suis passé vers Lyon avec Daniel Robin. Et là, en quelque sorte, avec le nord de la France, on a aussi un enquêteur de terrain, mais qui a été ufologue, qui a fait beaucoup d'enquêtes ufologiques, mais qui va bien au-delà de l'ufologie. En fait, pour lui, c'est les phénomènes inexpliqués en général qui l'intéressent. Et je crois que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui va au-delà parce que, comme tout le monde le sait, déjà, les phénomènes ufologiques, il reste un mystère. Ils débordent beaucoup de l'ufologie proprement dit, au sens tollet-boulon, comme on dit, un peu vulgairement. C'est-à-dire qu'il y a un aspect psychologique et parapsychologique qui, moi, me paraît évident. Même si personnellement, je ne suis pas ovni et conscience, j'avoue que je suis obligé de prendre en compte cet aspect du phénomène. Et puis, et bien sûr, il y a un lien avec les apparitions mariales. De nombreux auteurs l'ont signalé, que ce soit l'amiral Pinon en France, M. Bourdet et bien d'autres, avec la NDE, avec la parapsychologie et avec justement la cryptozoologie. Alors c'est pour ça que quand j'ai vu, sont parus les deux livres de Bragui, La calèche sur le chemin, pour une vision globale des phénomènes inexpliqués, et puis dernièrement, Bigfoot et Dogman, entre matérialité et immatérialité, ben, j'ai tout de suite été intéressé. Je les ai achetés, je les ai lus et je me suis dit, il faut absolument que je l'invite. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accepté très gentiment. J'en remercie bien sûr beaucoup. Bragui, je vais te laisser la parole. Je crois que j'ai à peu près tout ce que j'ai dit, ce que j'avais noté. Oui, voilà. Je fais simplement remarquer que Bruno Botta va noter les questions que vous pouvez poser par écrit en utilisant l'option discussion. Et puis ensuite, ou éventuellement même pendant l'exposé, mais je préférerais que ce soit après l'exposé proprement dit, on fera un débat en partant de la conférence. Voilà, Bragui, je vais te laisser la parole. En deux mots, dis-moi qui tu es, d'où tu viens. Et puis ensuite, je lance je mets en partage le document et puis on y va. Ça marche, merci Patrice. Déjà, je voulais remercier OVNI Paris parce que bon, là, je m'approche de la fin de ma promo. Hein. Malheureusement, des médias sérieux dans le paysage français, ben, ils sont sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai réussi à tous les faire. Hein, voilà, donc je les nommerai pas, mais bon, tout le monde, tout le monde, je pense, me retrouvera en allant sur YouTube. Et je suis content de terminer par OVNI Paris parce que du coup, voilà, j'aurais bouclé la boucle et je serais revenu vers un public plus axé sur l'ufologie et le message que je veux faire passer
qui est ma propre vision. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité après plus de 20 ans de recherche, et ça continue à évoluer en moi, mes réflexions. Mais l'image que je vais donner aujourd'hui, c'est une vision, je pense, qui est pleine d'espoir pour la suite des recherches ufologiques. Et puis, c'est quelques pistes que je veux donner aux enquêteurs de terrain, parce qu'il y a des éléments qui sont peut-être pas pris en compte. Et justement, c'est comme ça que du coup, j'ai sorti quelque chose là avec Bigfoot Dogman. J'ai sorti quelque chose qui n'avait pas été vu, qui commence à être vu tout doucement sur le territoire américain, notamment au travers du Skinwalker Ranch. Les Américains commencent à comprendre qu'il y a une interaction avec le milieu. Moi-même, de mon côté, je vais expliquer comment j'en suis arrivé là. J'arrive à une explication de l'ordre de la physico-chimie, voilà, pour une partie du phénomène, pour comprendre comment il s'inscrit dans notre réalité, comment il rentre. Et c'est ce que j'ai expliqué ce soir. Donc voilà, je remercie vraiment Patrice pour son ouverture d'esprit, parce que c'est un milieu voilà, qui est ancien. Il y a une recherche qui est faite depuis très longtemps. Il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, qui ont des certitudes. Et c'est pas facile d'écouter quelqu'un qui va amener une nouveauté qui est peut-être un peu effrayante, dérangeante. Voilà, mais en tout cas, voilà, je le remercie pour ça. Donc Braji Belovac, qui est mon nom on va dire mon nom de scène, que j'ai depuis 2003, depuis que je suis sur Internet, que je m'ouvre comment dire, médiatiquement, si j'ose dire, que je m'ouvre à l'Internet et puis aux discussions avec les gens. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, mais on va dire que mes recherches sur l'inexpliqué, je les ai commencées à 14 ans, quoi. 14 ans. Donc, c'est une démarche qui s'est complexifiée. Au début, c'était un peu naïf, et puis au fur et à mesure de mes lectures, c'est devenu plus complexe. Je suis basé en Picardie, maintenant intégré aux Hauts-de-France. Donc mes orientations, mes pistes d'orientation de recherche, elles sont assez athlétiques. Ça va de la radiesthésie en passant par le spiritisme. Ça, c'est des choses, pourquoi? Parce que c'est des choses que je peux expérimenter. C'est des choses que je peux tester, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Puis ensuite, je me suis ouvert aussi à l'ufologie. J'ai eu l'occasion de faire quelques années de terrain, notamment avec Patrice Guez, qui était un ancien président du MUFON à un moment, qui est un ami à moi, qui habite pas très loin. On habite à 30 km l'un de l'autre et on mange souvent ensemble. Et on a vécu une grande aventure de 2015 à 2018 au travers d'une association Loi 1901 qui s'appelait le GEPI, pour groupe d'études et d'enquête sur les phénomènes inexpliqués. Ça a un peu accéléré, on va dire, mes démarches, mes recherches. Et on avait un grand succès parce que on avait une vision un peu novatrice. On proposait aux gens voilà, une certaine vision des choses et ça marchait beaucoup. Ça marchait vraiment. On avait 250 vues par jour sur le site Internet. On a fait plus d'une quarantaine d'enquêtes de terrain, c'est-à-dire suivies de bout en bout. C'est-à-dire qu'une enquête, pour nous, c'était 1 mois de travail. Donc, on y allait vraiment, on a vraiment été très loin, que ce soit les hantises, l'ufologie aussi, des témoignages de témoins de phénomènes ovnis, de la géobiologie avec des maisons voilà, dans lesquelles les gens ne sont pas bien, on essayait de comprendre. Donc, voilà, on a vraiment touché à tout parce qu'on est un peu multicasquette avec Patrice. Et puis des rencontres. On avait été voir à Paris. Il y avait, alors j'ai plus perdu son nom. Ce monsieur qui a fait Hold Up et qui a fait M et le troisième siècle, Pierre Barnerias, qu'on a rencontré. J'ai eu au téléphone David Gallet, on a rencontré des prêtres exorcistes, on a été voir des radiesthésistes en Belgique. On a vraiment rencontré beaucoup de monde et quand l'association, nous l'avons dissoute parce que nous avions fait le tour, nous avions des réponses à nos questions. Il m'a fallu un petit temps pour digérer ça et est sorti donc en 2020 La calèche sur le chemin pour une vision globale des phénomènes inexpliqués qui donne une synthèse de ce que j'ai compris de mes années de lecture, de mes années d'expérimentation personnelle sur le plan radiesthésique, occultiste aussi, puisque voilà, il faut vraiment pour moi explorer toutes les possibilités de l'inexpliqué pour commencer à tenter à comprendre le monde subtil, l'invisible. Et puis des témoignages, évidemment. Et c'est dans ce triangle témoignage, expérimentation et acquisition de connaissances théoriques qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour vous amener une nouveauté, je pense, qui est un peu inédite dans ce milieu on va dire plus généralement des phénomènes inexpliqués. Je parle de phénomènes inexpliqués, non pas de paranormal, puisque le paranormal, pour moi, c'est du normal qu'on ne comprend pas, donc je n'utiliserai pas ce mot, hormis quand on veut vulgariser un peu les choses. Voilà, pour la présentation globale. Alors,
Maintenant, Bigfoot Dogman, un livre que j'ai décidé d'écrire en mars 2021. Je comptais pas réécrire spécialement parce que je suis pas non plus quelqu'un qui cherche à vendre du bouquin. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais quand j'ai rien à dire, je dis rien, quoi. Donc, je comptais pas aller plus loin que la calèche sur le chemin. Et puis, est arrivé entre 2020 et 2021, j'ai eu l'occasion de travailler avec un chercheur du CNRS, un ingénieur forestier. Et je me suis retrouvé en contact avec lui. On a fait beaucoup de prélèvements de sol. C'était le projet pour lequel j'ai travaillé avec lui. Et dans le cadre de ces prélèvements de sol, en fin de compte, j'ai eu, on va dire, une idée qui est arrivée, quelque chose qui a jailli, en fait, une réalité, une compréhension des phénomènes, parce qu'il faut savoir que, comme beaucoup de chercheurs, j'ai beaucoup de témoignages en tête, d'histoires très classiques qu'on connaît tous, hein, les époux Hill, ça me vient en tête, mais il y en a d'autres, hein, les grands classiques de l'ufologie, des témoignages sur les hantises, tout ça, j'ai tout ça en tête, et c'est vrai qu'étant passionné, il n'y a pas dans ma journée 10 minutes où je ne pense pas phénomène inexpliqué. Voilà, c'est peut-être surprenant, mais moi, il n'y a pas 10 minutes de ma vie où je ne suis pas là-dedans. C'est ancré en moi. Donc, j'ai toujours on va dire, le disque dur qui tourne. Et justement, à ce moment-là, c'était le bon moment. Je me suis retrouvé avec un scientifique de terrain de haut niveau qui m'a donné une information pendant ces prélèvements de sol. Et au moment où j'ai eu cette information, d'un coup, tout s'est redéroulé tout s'est déroulé devant mes yeux et j'ai compris que je touchais quelque chose. Alors, d'où c'est venu, avant qu'on arrive sur ce focus, sur ce prélèvement en forêt, il faut savoir que pendant le GEPI, donc pendant cette association, pendant l'existence de l'association d'enquêteurs de terrain Picard, avec Patrice. J'étais en vacances à ce moment-là, j'étais en vacances à côté de Carcassonne et j'étais avec ma femme et mes enfants et nous sommes donc dans une maison de vacances et un soir, je ramène mon matériel de radiesthésie, donc mon pendule, etc. Et je me dis, tiens, je vais charger, alors c'est un langage de radiesthésiste, les radiesthésistes comprendront, mais je vais tenter d'envoyer ma volonté dans un verre d'eau. Alors, ça peut choquer, hein, pour un ufologue, j'entends bien, je connais bien le milieu, mais voilà, il faut aller au bout. Donc, je suis obligé de l'expliquer comme ça, parce que c'est comme ça qu'est arrivé la Bigfoot Dogman. Et ensuite, mon but, c'était de mettre donc, une roche que j'avais trouvée voilà, dans un magasin de minéraux, de le mettre dans l'eau et le lendemain, de mesurer si la roche avait capté l'information de l'eau. Donc, j'ai chargé mon eau, pendant que ma femme regardait d'ailleurs la télé. Pour l'anecdote, elle regardait la télé dans ce petit salon. Moi, j'étais en train de charger. Des fois, mon œil était attiré par la télé. C'est un détail important. Et puis, on va se coucher. Donc, je pose cette petite pierre dans l'eau et on part se coucher. Et là, vers 1h du matin, je vis ce que les témoins d'Antise, chez qui j'allais sur le terrain, quand on les rencontrait, je vis ce qu'eux vivent. Voilà, je me retrouve d'un seul coup plongé dans un phénomène de hantise. C'est la télé qui se rallume en bas, les lumières. On est en train de dormir. Ma femme essaye de me réveiller. Je suis en plus dans un état de sommeil très profond. Même dans mon rêve, j'entends sa voix. Donc, c'est pour vous dire qu'il fallut vraiment que je remonte. Je me réveille vraiment complètement groggy. Elle me dit, écoute, il y a une présence, il y a quelque chose. Il y a la télé qui est rallumée, il y a des lumières. Je dis OK, donc je descends les escaliers comme je peux, hein. En tant que père de famille, j'ai pas le choix. Il y a 2 enfants en haut et ma femme, donc il faut prendre ses peurs en main et puis il faut y aller, hein. Et je constate en bas effectivement les lumières, la télé, tout s'est rallumé. Une sensation de lourdeur, de pesanteur. Ça me faisait d'ailleurs penser à ce que certains témoins en ufologie appellent l'effet Oz, ou l'effet frange, ou l'effet sous-cloche. On est vraiment dans du coton. On a l'impression que l'air est presque lourd, hein. C'est presque tangible. C'est assez étrange. Donc, je pense d'un seul coup à mon verre d'eau et à cette roche, et je me dis, bon, je vais virer ça, parce que c'est bizarre, ça fait quand même 5 jours qu'on est là, il ne se passe rien, puis le soir où je fais ça, voilà, il se passe un truc. Donc, je vide tout ça, je remonte, on éteint, et pendant toute la nuit, on a eu cette sensation de présence de quelqu'un qui tourne autour, hein. On n'entend pas de bruit, mais on sent une présence, comme quand on vous regarde dans le dos et on se retourne. Et mes enfants se réveillent, chacun à 1 heure d'intervalle. Le petit dernier avait 3 ans, mon petit deuxième, mon grand avait 5 ans. Ils se réveillent à 1 heure d'intervalle, tous les deux.
enfin chacun, leur tour, et ils me disent, papa, il y a quelqu'un. Papa, il y a quelqu'un, on a peur, il y a quelqu'un. Donc voilà, donc le lendemain a été difficile, un petit déjeuner compliqué avec ma femme qui m'a un peu vertement enguirlandée parce qu'elle a bien vu qu'il s'était passé un truc la veille au soir, j'avais fait des choses, et elle me dit, écoute, tu sais que c'est des vieilles maisons, qu'est-ce que tu nous as fait là? Voilà, donc on rentre dans la croyance, hein, forcément, et moi-même, je ne savais pas à quoi j'avais affaire. Donc voilà, ça c'est une expérience qui m'arrive très, très troublante. Sauf qu'à un moment, il y a deux rencontres que je fais. Il y a d'abord la rencontre d'un prêtre exorciste, le prêtre du diocèse de ma région, pendant, donc on avait pris un petit rendez-vous pour comprendre un petit peu ces phénomènes de son point de vue religieux. Et lui, qui est quand même une personne âgée, hein, il a plus de 80 ans, me dit quelque chose qui me marque, hein, qui est un tournant dans mes croyances, dans mes recherches, en fin de compte, de vérité. Il me dit, la majorité des phénomènes ne sont pas des phénomènes de possession. Souvent, quand j'y vais, d'ailleurs, je n'ai eu que vraiment une fois un démon à exorciser, et pourtant, j'ai plus de 50 ans d'expérience. Une seule fois. Pour le reste, ce sont les gens qui cristallisent dans la réalité des phénomènes. Et lui est vraiment catégorique. Hein. Il me dit souvent, ce sont des gens qui utilisent des méthodes en IE. Je lui dis, c'est quoi IE? Mais il me dit cartomancie, radiesthésie. Et il me sort du coup radiesthésie. Et là, je dis, mince, c'est quand même bizarre. Et il me dit, ce sont les gens qui arrivent à cristalliser leurs pensées dans la réalité. Venant d'un prêtre, c'est quand même assez intéressant. Et je discute aussi, je rencontre l'IFRES, qui est une association parisienne d'études spirites. Ils font d'ailleurs des photos incroyables en projetant de la brume sur un fond blanc. Ils arrivent à avoir des images. Alors on peut dire que c'est de la pareidolie, mais à ce niveau-là de leur recherche, c'est quand même incroyable. Voilà, et je rencontre donc Joël Uri. Et Joël Uri, effectivement, dans la discussion, on arrive un peu aux mêmes conclusions. Donc, je me dis, effectivement, remis sous cet angle-là, ça explique beaucoup de phénomènes de hantise qu'on a rencontrés dans le cadre du GEPI, où on a l'impression qu'à partir du moment où la personne qui vit ces phénomènes, on la calme, on l'apaise, les phénomènes cessent. C'était une récurrence chez nous, on a fait une dizaine de cas d'hantise, et à chaque fois, quand nous calmions la personne, les phénomènes de coups dans les murs, les phénomènes d'apparition, les phénomènes d'appareils qui se rallument, ce que j'avais vécu moi-même, étant enquêteur en plus, donc c'est une vraie richesse pour moi, je me rends compte que quand on calme les gens, les phénomènes cessent et les gens n'ont plus besoin de nous. C'est vraiment quelque chose qui était récurrent. Et du coup, je commence à comprendre que ces phénomènes-là sont en grande partie autogénérés, mais il n'y a pas que de l'autogénération, évidemment, il reste des cas qui sont des cas, on va dire, exogènes. Mais je me dis, c'est étrange, parce qu'avec ces fameux matériaux dont je parle, l'eau, par exemple, et cette fameuse roche, j'ai réussi, entre guillemets, à tirer le voile de l'inexpliqué, à faire bouger les choses d'une vie normale dans un quotidien. Voilà qu'avec des matériaux et ma propre conscience, j'arrive à créer ces effets dont parlent certains témoins. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et à un moment, je me suis posé la question suivante. Existe-t-il dans les milieux naturels, existe-t-il des milieux naturels capables d'offrir ces fameux matériaux pour des générations spontanées de phénomènes ou même de phénomènes exogènes, ovnis par exemple. C'était ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et je n'avais pas la réponse en 2018. Et voilà que maintenant je reviens dans cette forêt avec mon chercheur du CNRS et nous sommes en train de faire des prélèvements de sol, des carottages. Donc nous enfonçons des pieux creux à l'aide d'un maillet en profondeur sur 80 cm et nous regardons les profils de sol. Et je suis dans une forêt, et là, Patrice, je t'invite à mettre la première photo. Nous sommes dans une forêt qui me fait penser à ce que je vous montre là. Voilà, ça c'est une forêt nord-canadienne. Alors on peut dire que c'est en Colombie-Britannique ou alors dans l'État de Washington quand on est à l'extrême nord-ouest des États-Unis. Mais voilà ce que l'on a comme forêt. Et voilà que je me retrouve dans une forêt qui ressemble un peu à ça. Marrant, hein, quand même. Et on est en train de regarder ce profil de sol et ce chercheur du CNRS me dit, voilà, Bragi, alors,
il m'a pas appelé Bragi parce qu'il ne sait pas ce que je fais, hein, ce monsieur. Je me suis bien gardé de lui expliquer quel était mon passe-temps. Mais voilà, donc il m'appelle par mon prénom, il me dit, voilà, voilà comment s'appelle ce type de sol. Je lui dis, OK. Et il me dit, à ce niveau-là, cet horizon-là, qui est blanchâtre, et bien ici, on a, et il me donne le nom de la roche en question, la fameuse roche que j'avais utilisée et qui avait généré, qui était dans l'équilibre, en fin de compte, qui était dans cet équilibre instable que j'avais produit lors de mes vacances à Carcassonne. Et en plus, ce profil, il faut savoir qu'il est créé par percolation des nappes phréatiques en sous-sol, c'est-à-dire qu'au niveau de la pluviométrie, quand la pluviométrie est forte, les nappes sont remplies et le niveau des nappes remonte à la surface et vient, par une succession de montées-descentes, nettoyer, ou ce qu'on dit en agronomie ou autre, lessiver les profils de sol, si bien qu'à un moment, il n'y a plus que cette roche présente à cet horizon. Donc, qu'est-ce que l'on a? De l'eau et cette roche. Et là, je me dis, mais mon Dieu, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Et comme je suis depuis, on va dire, ça fait 6 heures qu'on marche dans la forêt, qu'on fait nos prélèvements, on avait les sacs pleins de terre, et j'ai le temps en marchant de réfléchir et de me dire, mais est-ce que ces types de sols-là sont les types de sols des forêts nord-américaines? Parce que ça me faisait penser à ces forêts nord-américaines, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, en tant que curieux de tous les phénomènes, de penser au Bigfoot et de ce qu'on appelle le dogman, donc ce sont des cryptides humanoïdes et que l'on retrouve dans ce type de milieu. Et je me dis, mais est-ce que on retrouve ces créatures dans ces types de sols spécifiquement? Et du coup, le soir, en rentrant chez moi, je me suis empressée, après avoir mangé et couché les enfants, d'aller vérifier les grandes cartes géologiques mondiales. Et j'ai effectivement constaté que là où il y avait ces types de sols, il y avait des hotspots de Bigfoot. Je me dis, tiens, c'est marrant. Alors, on va me dire, quelle est la relation entre des phénomènes de hantise et du Bigfoot? On ne comprend pas trop là où tu veux en venir. Parce qu'en fait, ça faisait déjà des années que j'avais comparé quelques cartes et je m'étais rendu compte que là où il y avait des hotspots d'OVNI, donc des phénomènes élusifs et lumineux, on avait aussi des hotspots de Bigfoot. Voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté. Alors, j'invite juste sur la prochaine diapositive, on peut voir un peu les prélèvements de sol en question que j'ai réalisés, qui ceux-là sont authentiques. On a cette matière blanchâtre, on a une partie noire au-dessus, qui est la partie, on va dire, terreuse, la partie humique. Voilà, humique, c'est ça, c'est de l'humus. Puis en dessous, on a cette partie lessivée par remontée et par redescente de l'eau de surface. Donc, on a des terrains qui sont humides, très humides. Et donc, on a ce jeu de montée-descente qui vient appauvrir le sol sur certains éléments et l'enrichir sur d'autres. Et donc, du coup, je me suis dit, on va regarder les successions de cartes. Je vais regarder les États-Unis parce qu'ils sont très bien fournis et je vais commencer à faire des corrélations. Alors, au début, je me suis dit, on va d'abord repartir sur les ovnis. Du coup, j'ai eu la chance, justement par Patrice Guez, d'avoir les dernières sources du MUFON en août 2021 sur les témoignages d'ovnis, dans cette carte orangée, où on voit que les plus grands hotspots sont les suivants. Donc, on a la Californie, on a la partie Floride, on a les États du nord-est, puis on a effectivement deux États là au sud du Wisconsin, c'est ça. On a 2 États, j'ai plus le nom. Est-ce que c'est l'Ohio? Je vais peut-être dire de bêtises. Au sud du Wisconsin, c'est l'Illinois. L'Illinois, voilà, l'Illinois, parce que je pensais à Wayne's World. Je ne savais plus, c'est l'Illinois. Voilà, l'Illinois. Donc, on voit ces zones-là. Et puis, je me suis dit, allez, on va d'abord partir sur le critère de l'eau, parce que l'eau est une récurrence dans tous les phénomènes inexpliqués. L'eau est une récurrence. Et le phénomène OVNI ne fait pas exception. Et donc, j'ai regardé le niveau de pluviométrie comparé en août 2021. Et je me dis, c'est pas mal. On remarque bien que les zones pluvieuses ont l'air quand même de jouer. Il y a une corrélation. Donc, du coup, je me dis, c'est assez intéressant. Puis quand on remonte, c'est vrai, quand on regarde beaucoup de témoignages OVNI, on se rend compte qu'effectivement, il y a corrélation. Combien de fois on a des phénomènes d'OVNI qui se passent au-dessus de lacs? On a même des OVNI qui ont semblé
pomper de l'eau. Hein. On a des cas comme ça. On a beaucoup de témoignages autour des points d'eau. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Je pense que les ufologues spécialistes ne diront pas le contraire. Et puis, du coup, je me dis, OK, maintenant que j'ai ce pont-là, on va passer à la carte suivante. Et puis, je vais comparer les hotspots OVNI avec les hotspots de Bigfoot. Donc là, c'est la carte suivante. Et effectivement, je me dis, c'est marrant. On a d'un côté, alors ça, c'est des cartes sur plus de 40 ans de statistiques, hein, donc chacune des deux côtés. Ben, je me dis, c'est marrant, effectivement, on retrouve en Californie, alors on va dire la Californie, c'est sec, mais non, en Californie, il y a des couloirs de pluie. Si vous regardez la pluviométrie américaine, vous allez voir, il y a une espèce de langue de pluviométrie qui correspond à la langue que l'on constate, par exemple, pour les Bigfoot en rouge, là, partie californienne, et on voit que sur les ovnis, c'est pareil. Et on retrouve effectivement des hotspots qui semblent être assez identiques entre ovnis et cryptides. Alors, on va dire, ouais, mais c'est farfelu. Mais pas du tout, parce que moi, c'est ce que je fais en tant qu'enquêteur de terrain. Quand j'étudie un phénomène, j'ai l'honnêteté intellectuelle de prendre en compte tous les témoignages, et pas uniquement ceux qui collent à mon schéma. Et il est un fait que lorsqu'on a des cas de Bigfoot, ou avant que le Bigfoot apparaisse, un jour avant, ou même juste avant qu'on le voit, il y a des sphères lumineuses. Sur le Dogman, c'est pareil. Alors, je vais peut-être expliquer après ce qu'est un Bigfoot et un Dogman, donc sur ces cryptides. Mais on a et même aux États-Unis, j'ai déjà vu des cartes où on mettait en parallèle des petits logos d'OVNI avec des petits logos de Bigfoot et on les mettait ensemble parce qu'à un moment, les chercheurs américains, les chercheurs amateurs, se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation. On ne l'explique pas encore aujourd'hui. Là, je vais commencer à l'expliquer. Mais il y a une corrélation qui est flagrante. Et là, sur les cartes, ça match. On voit bien que les hotspots ont l'air de correspondre. Il y a la présence d'eau, présence d'ovnis, présence de cryptides. Là, dans ce cas-là, c'est les Bigfoot. Donc, du coup, je me dis, continuons et allons plus loin. Je vais recoller, là, cette fois-ci, la pluviométrie. Alors, j'ai mis la pluviométrie, c'est ce fond dégradé qui va du bleu au rouge. Et après, j'ai tous les petits points qui vont eux-mêmes du jaune au rouge en passant par du bleu. Et on se rend compte qu'effectivement, regardez en Californie, c'est assez flagrant. On a une langue de pluviométrie bleue, on voit, elle vient rentrer dans le zonage rouge du Bigfoot, hein, donc on le voit bien. Et puis aussi sur l'État de Washington, qui est tout en haut, donc à gauche, on le voit aussi. Et puis de l'autre côté, on se rend compte que les petits points jaunes et puis d'autres hotspots plus foncés correspondent aux zones de pluviométrie, là où il y a de l'aridité, il n'y a pas de Bigfoot. Alors on va se dire, mais oui, mais c'est un animal, il a besoin d'eau peut-être. Mais non, ça va plus loin. Et sur la prochaine carte, la carte suivante, là j'ai pris le Dogman et on se rend compte à nouveau, donc j'ai la carte de la pluviométrie qui va du marron au vert et puis dessus j'ai posé les petits points rouges de Dogman et on se rend compte qu'effectivement là de nouveau, on remarque qu'il y a une corrélation entre l'humidité et ces fameuses créatures. Alors, je vais peut-être rappeler ce que sont ces deux créatures. Oui. Le Bigfoot. Bigfoot, ce sont tous les deux, hein, ces deux animaux. Ces deux animaux. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, ces deux créatures. On ne va pas dire animaux parce que pour moi, ce ne sont pas des animaux au sens où on l'entend. Mais ces créatures sont étudiées par ce qu'on appelle la cryptozoologie. Donc, cryptos, c'est ce qui est caché. Et zo, donc ce sont les animaux. Donc, c'est l'étude d'animaux cachés qui ne sont pas encore reconnus par la science officielle. Et là, on a deux créatures humanoïdes qui sont assez semblables. On a une première créature qui serait une espèce de primate bipède, donc avec une vraie spécialité de marche. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'un peu plus farfelu, on va dire, mais je pense que quand on est ufologue, les apparitions, les témoignages farfelus, on en a aussi, hein, avec des humanoïdes un peu qui ressemblent à tout et n'importe quoi. Là, dans ce cas-là, on a une espèce de, on va appeler ça un loup-garou, hein, clairement, soyons clairs, un loup-garou. Alors, ça va peut-être faire, on va peut-être bondir en disant, mais c'est pas possible, ces créatures n'existent pas. Depuis l'Antiquité grecque, hein, avec autour du mont Lycos, d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est le mont. Ça veut dire non, voilà, le mont Lycée, le mont Lycée, pas le mont, voilà, le mont Lycée, qui est le mont du loup. On a des témoignages, des légendes de créatures, d'hommes à tête de loup
Et aujourd'hui, hein, cette affaire de Dogman a été remontée par on va dire un chercheur, un youtubeur qui s'appelle Lionel Camille, qui a remonté ces cas qui sont d'ailleurs et qui ont été très nombreux dans le Michigan et le Wisconsin. Il les a ramenés en France, il en a parlé beaucoup, hein, c'était très médiatisé. Et il s'avère que depuis sa médiatisation, en France, les gens parlent. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages français, et on ne le savait pas, hein, ça a surpris beaucoup de monde. Beaucoup de gens se sont tus pendant des années parce qu'ils avaient peur du ridicule. Et on a maintenant des dizaines et des dizaines de personnes, quand je dis des dizaines, ça doit être des centaines, qui disent oui, en France aussi, moi j'ai vu des choses bizarres, ça ressemblait à ça quand même. Donc attention, c'est un phénomène, en tout cas, même si on le traite du point de vue sociologique, c'est un phénomène qui est quasiment mondial, parce qu'on a aussi le chupacabra au Brésil, ça y ressemble, hein, on a rattaché à ça les mutilations animales, et je vous rappelle la vague aussi de mutilations étranges qu'on vit aussi en France là, il y a 2 ans, je crois, qui pose question, hein, les gendarmes n'ont toujours pas la réponse, même si on a vu voilà, des témoignages, il y aurait eu des gens, on aurait vu des gens, mais pas que. Donc voilà, donc c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est pas uniquement, on va dire, ouais, le loup-garou, c'est n'importe quoi. Non, non, il y a quelque chose qui semble, au moins sociologiquement, parler dans le monde entier. Alors, de là à dire que le monde entier, tous les témoins du monde sont des fous, non, moi, voilà, je suis en tant qu'enquêteur, je prends en compte tous les témoignages et je vais creuser jusqu'au bout. Il faut savoir que dans le magazine Lumière dans la nuit, il y a un article, alors je le mets dans mon bouquin, la référence, j'ai plus le nom du monsieur, j'en suis désolé. Il y a un article d'un monsieur qui a étudié ces fameuses créatures qui dit bien que beaucoup de témoins ont vu les traces de ces créatures apparaître sous leurs yeux sans voir de créatures. Donc il y a quelque chose d'élusif aussi là-dedans. Et je rappelle donc que, je vous amène donc à creuser, j'en parle dans mon bouquin, beaucoup de phénomènes de cryptides, que ce soit les Dogman ou les Bigfoot, ont été vus après des phénomènes lumineux qui pourraient être appelés phénomènes ovni. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Alors, on va zoomer pour une fois de plus se rendre compte de la corrélation entre les ovnis et les Bigfoot. Nous allons partir donc dans le Wisconsin. Et là, j'ai mis 2 cartes en superposition. Une carte avec des petits personnages qui sont les témoignages de Bigfoot et une carte avec ces espèces de points blancs auréolés de blanc avec un milieu foncé. Ce sont des ovnis. Eh ben, on peut commencer à se demander, effectivement, même au niveau local, donc au niveau d'un pays au sein des États-Unis, on voit par exemple la zone tout au sud-est, ben on voit que vraiment il y a quelque chose, quoi. Et on voit bien qu'il y a quand même des poches qui ont l'air de corréler à la fois une forte présence ovni et une forte présence de Bigfoot. Voilà. Alors, sur la carte suivante, j'ai fait la même chose avec le Dogman, puisque cette région a cette particularité, c'est pour ça que je l'ai choisi, d'avoir à la fois du Dogman et à la fois du Bigfoot. Voilà. Oui, merci. Oui, j'ai une petite polyèdre oui, qui me dit effectivement, il doit donner les références de l'article dans Lumière dans la nuit. On pourra la redonner tout à l'heure. Et là, donc, j'ai refait la même chose. J'ai remis la carte des ovnis et la carte des témoignages de Dogman, donc de ces créatures, on va dire lycanthropes. Pour moi, dans mon esprit, ce ne sont pas des hommes qui se transforment en loups, soyons clairs. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. On est sur quelque chose d'autre, quelque chose d'élusif. Mais en tout cas, voilà, il semblerait aussi avoir une espèce de corrélation hein, à creuser évidemment. Excuse-moi, le Dogman, à quoi il ressemble? Alors, le Dogman, c'est vraiment l'image qu'on se fait d'un loup-garou, c'est-à-dire une créature qu'on a dans les films, hein, comme Van Helsing. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont comparé ce film qui s'appelle Van Helsing, qui est un peu c'est un peu un navet, hein. Mais la créature est bien faite. Et il y a d'autres films encore qui font penser, qui donnent. C'est les loups-garous hollywoodiens. Hein, on est là-dedans. Hein, on est clairement là dans ce type de créature. Moi, j'ai découvert ça. Pourtant, j'étais déjà dans le milieu ufologique. J'étudiais le milieu, enfin toutes les grandes histoires de l'ufologie depuis des années. Je n'avais jamais entendu parler de Dogman. Moi, hein, ça m'a surpris aussi. Hein. Mais non, il y a une vraie réalité. Il y a des groupes. Il y a autant
autant de groupes qui cherchent le Dogman que de groupes qui cherchent le Bigfoot aux États-Unis. Hein. C'est quelque chose d'assez fou. Hein. D'assez fou. Moi, je trouve ça dingue. Bon, bah, depuis, maintenant, j'ai digéré, mais voilà. Donc là, on a, il semblerait aussi une corrélation, et on a l'impression, et c'est très, je vous fais la remarque maintenant, on a l'impression que les Bigfoot sont au nord du pays et les Dogman sont au sud. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Quand j'ai regardé le Wisconsin, je dis, mais c'est marrant, on a l'impression qu'il y a deux zones, qu'il y a presque deux écosystèmes, si j'ose dire, hein, parce que moi, je suis de formation ingénieur agricole, et puis aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de faire un diplôme aussi de botaniste de terrain, diplôme universitaire. Donc je suis ancré dans cette notion d'écologie et d'écosystème. Donc, ça me marque tout de suite. Moi, j'ai cette vision-là. Je me dis, mais c'est marrant, on a l'impression qu'il y a deux écologies. Du coup, je me dis, bon, pourquoi il y aurait deux zones comme ça? On va regarder la pluviométrie, voilà, corrélée avec les Bigfoot. Et alors ça, c'est vraiment le niveau de pluviométrie, hein, d'accord? On se dit, tiens, c'est marrant quand même, parce que les Bigfoot du Sud, il y en a moins. Il faudra que, si on regarde la carte d'avance, on verra que ça, il y en a beaucoup plus dans le Nord. Voilà, on le voit bien en haut, il y en a beaucoup plus. Et si on revient maintenant, bon, il y en a quand même dans le Sud, mais on a l'impression qu'ils sont autour des poches de pluviométrie fortes. Regardez, on voit bien la limite entre la frontière bleu ciel et vert pomme. On voit qu'il y a une guirlande de Bigfoot qui reste à cheval sur les deux. Si on regarde le Bigfoot le plus à gauche, tout en haut, il est sur un rond bleu. Et évidemment, le hotspot de Bigfoot du Sud, il est sur la poche violette et la poche rose. Donc, on voit qu'il y a une corrélation avec l'eau. C'est assez flagrant. Et puis, si on compare le Dogman, lui, donc là, on peut passer à la suivante. Alors, on voit qu'il est bien dans cette zone-là. Vous vous souvenez que le Dogman n'était pas trop au nord, mais il est plus au sud. Et on voit que bon, il a l'air d'être dans cette zone de forte pluie, mais pas aux endroits où il y a le Bigfoot. C'est marrant, hein, on voit bien que la poche violette, le Dogman, il n'y va pas. Il va là où il n'y a pas le Bigfoot, en fait. C'est ça qui est assez marrant. Comme s'il y avait encore au sein même de cette zone sud on va dire, une sous-zone qui différencie les choses. Alors, pendant un moment, j'étais en cours de recherche cette année, donc vers mars-avril, et je me dis, mais c'est marrant, il y a quelque chose d'autre que je ne dois pas voir. Il y a un critère que je n'ai pas pris en compte. Et puis, j'ai tout essayé, et à un moment, je me suis dit, regardons l'altitude. Donc, l'image suivante. Désolé, hein, je n'ai pas pu l'améliorer. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tout ça, c'est présent dans le bouquin, c'est moins pixelisé. Là, on a eu des petits soucis techniques, mais c'est très bien pour ce qu'on va en faire ce soir. On se rend compte que le Bigfoot est sur les zones d'altitude. On voit bien que même dans le sud, il est un peu présent, mais il est présent sur les zones jaunes, qui sont les zones de montagne supérieures à entre 1000 et 2000 mètres. Alors que le Dogman, lui, il est dans le fond des vallées. Il se trouve, lui, en contrebas. Si le Bigfoot est sur une montagne, le Dogman est dans la partie basse, la partie humide, la partie, on va dire, marécageuse. Et d'ailleurs, quand on écoute les témoignages de Dogman, les gens, à chaque fois, nous parlent effectivement d'une zone entourée d'eau, un marais, et c'est récurrent. Même en France, on a ces témoins-là qui sont maintenant venus, qui ont commencé à parler parce qu'il y a des groupes sur Facebook qui se sont créés depuis le travail qui a été fait par Lionel Camille, qui se sont créés et les gens parlent et les gens expliquent effectivement, c'était dans le fond d'une vallée, c'était dans un marais. Donc, il y a une espèce de différenciation qui se fait entre ces deux créatures. Maintenant, je me suis dit, c'est pas tout. Il faut que j'arrive à expliquer vraiment au fond des choses. Et là, je fais apparaître non pas la pluviométrie, mais la notion de nappe phréatique, c'est-à-dire cette eau en sous-sol, en souterrain, qui monte et qui descend. Et là, ça vous rappelle ce type de sol, qui monte et qui descend. Et on se rend compte que dans le Wisconsin, on a une zone neutre sur laquelle nous n'avons pas de Bigfoot. Pourquoi? Parce que cette zone n'est ni en montagne, ni sur une zone où la nappe phréatique est affleurante, c'est-à-dire que la nappe phréatique est à proximité du niveau du sol, du niveau où on marche, quoi. Et cette zone-là n'offre pas les caractéristiques, il semblerait que la présence d'eau ne soit pas significativement, enfin, ne rentre pas dans le mécanisme nécessaire au Bigfoot. Du coup, il a une zone au nord sur les zones d'altitude où on a de la neige,
et une zone au sud où on a une forme de marée et à la fois d'altitude. Donc, c'est quelque chose qui était assez surprenant quand j'ai commencé à comprendre ça. Et puis, alors là, malheureusement, il n'y aura pas la photo, mais si vous vous souvenez bien que le Dogman se trouve sur la partie… Non, ce sera voilà, l'autre. Si on remonte à la 12, pardon, la 11 du coup, et bien là, le Dogman, lui, est bien sur les zones où la nappe phréatique est la plus affleurante et la plus importante. Là, c'est mécanique et ça rejoint tous les témoignages. D'ailleurs, ici, on a la fameuse route de Bray Road, qui est la zone où il est vu historiquement dans le Wisconsin. C'est le hotspot, la route de Bray Road. C'est juste à l'ouest de Milwaukee. C'est cette espèce de grappe là de témoignages. Donc, on a l'impression que, pour faire simple, on a des zones d'altitude enneigées pour le Bigfoot et on a les zones de marée avec les nappes phréatiques affleurantes pour le Dogman. Moi, j'en étais resté là pour l'instant. Et puis, à un moment, quand je reviens sur les ovnis, je me dis, mais plus les témoignages qui me parlent de lumière, je me dis, il y a quelque chose qui a l'air d'être corrélé. Et jusqu'au jour où, jusqu'au jour, oui, le cas de Compiègne, ça me parle bien. Alors moi, je suis originaire du secteur de Compiègne, d'où mon nom Bélovac. Bélovac, c'était le nom des peuples gaulois de l'époque. J'entends parler d'un témoin, d'une dame, qui a vu ni plus ni moins qu'en 1987 qu'un Dogman en forêt de Compiègne. Et là, j'étais, vous m'excuserez l'expression, sur le cul. Je me suis dit, non mais attends, pas ici, pas à 10 km de chez moi quand même. J'étais un petit peu dubitatif. J'ai appelé cette dame, je l'ai eue au téléphone longuement. Elle m'a donné toutes les informations nécessaires et à l'époque, j'étais encore au stage au CNRS. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais la localisation précise du témoignage. J'avais mon matériel de terrain pour les sols. Je suis parti faire mes prélèvements de sol en forêt de Compiègne et j'ai commencé à carotter. Carotter, donc sortir des carottes de terre. Et là, je me retrouve dans une zone marécageuse. Évidemment, c'est la zone marécageuse du secteur. On le voit bien. Au sud, on a la forêt de Compiègne qui est une forêt plus sèche. Et quand vous passez au-dessus, vous avez la présence donc de l'Aisne, le fleuve, la rivière l'Aisne. Et vous avez, on voit, il y a des étangs. On voit ces 4 étangs bleus, mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a un peu plus bas qui s'appelle d'ailleurs l'étang du Louveteau. C'est assez rigolo. Et juste à côté, on a un lieu-dit qui s'appelle la Porte du Cerbère. Donc, c'est vraiment incroyable. Ouais, les lieux-dits. Mais de toute façon, on le sait dans le milieu ufologique, quand on étudie un cas en ufologie, il faut noter le nom des personnes, le nom des lieux. Tout est important. On a l'impression que le phénomène vient presque s'incrémenter à la réalité en ayant géré tous les facteurs pour donner à l'enquêteur, moi c'est comme ça que je le vois, des informations qui vont au-delà du témoignage, presque une symbolique. C'est quelque chose à prendre en compte en tant qu'enquêteur de terrain, prendre en compte le nom des lieux, prendre en compte de la topographie, les types de sol, les noms des témoins et ce que les témoins ont vécu, non pas pendant le phénomène, mais aussi dans le passé. C'est important. Il faut presque écouter la vie du témoin avant d'écouter ce qu'il a à dire au niveau du témoignage. Souvent, ils veulent nous noyer dans ce qu'ils ont vu, ils sont contents de nous l'expliquer. Mais en fait, il faut aller au-delà, il faut revenir à l'enfance, revenir aux expériences. Voilà, bon, bref, on en reparlera tout à l'heure, ça, je pense, Patrice. Mais c'est important. Moi, cette dame-là, d'ailleurs, je lui ai posé des questions. Est-ce que vous aviez vécu des choses dans l'enfance? Est-ce que le paranormal, entre guillemets, là, je l'utilise, le mot, est quelque chose qui fait partie de votre vie? Cette dame-là a eu du mal à me le dire. Elle m'a dit, mais oui, mais je vais décrédibiliser ce que je veux vous raconter là, si je vous dis tout ça. Mais je lui dis, non, dites-moi tout. Et effectivement, c'est une dame qui vivait déjà des choses. C'est presque ce que j'appellerais un témoin connecté, et il y en a beaucoup des témoins connectés, qui ont l'air d'être branchés sur la bonne chaîne pour capter ce que le mec lambda ne voit pas. Et ça à prendre en compte. Donc, elle m'a donné ces références, donc je ferme la parenthèse. Et puis, quand j'ai été sur le terrain et que j'ai carotté, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé mes types de sol. Je les ai retrouvés de nouveau. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce secteur précis, comme quoi il faut faire attention aussi à l'industrie, à la vie économique du secteur. Il faut savoir qu'ici, on a des carrières qui viennent prélever du sable, et ce sable a des caractéristiques très précises, très précises, qui correspondent
à la mécanique que l'on va découvrir ensemble. Voilà, donc cette dame-là avait à la fois des capacités, mais le milieu naturel, est bien le même milieu dans lequel on retrouve les hotspots de Dogman et de Bigfoot, un milieu qui offre des capacités physico-chimiques que je décris dans mon livre. Il y a 5-6 critères qui permettent une entrée dans la réalité de ces phénomènes qui ne sont pas des phénomènes physiques, qui sont des phénomènes d'ordre semi-matériel et qui commencent d'ailleurs leur manifestation par des sphères lumineuses, en fin de compte, qu'on pourrait appeler des ovnis. Voilà. Oui, donc je vais donc aller plus loin sur ma vision justement de ces choses. Hein. Vraiment, je vous invite, ufologues, à vous intéresser au Bigfoot, à trouver des cas où on a à la fois du Bigfoot et de l'OVNI. Il y en a. Alors, en France, en Europe, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. En Écosse. De plus en plus. En Écosse, exactement. En Écosse, parce que ce type de sol est présent à 75% en Écosse, il faut le savoir. Ouais, il faut le savoir. C'est des régions froides et délavées par les pluies. Exactement, c'est ça. C'est des sols très pauvres. Enfin, c'est des sols pauvres, enrichis justement de ces minéraux. En silice et en fer. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, tu parlais du fer, on peut en parler parce que c'est l'un des critères. Je ne vais pas donner tous les critères parce que sinon, ça ne donne pas envie d'aller lire le bouquin si je donne toutes les réponses, mais c'est bien ce que tu m'expliques, Patrice. Le fer est l'un des critères qui permet à ce sol, et là, je ne vous apprendrai rien. Pourquoi ? Parce que si vous avez creusé profondément les choses, vous savez que tous les phénomènes inexpliqués ont un point commun, c'est l'électromagnétisme. Que ce soit les ovnis, que ce soit les hantises, et que ce soit même ces créatures, il y a une interaction avec l'électromagnétisme. Il semblerait que l'électromagnétisme soit la porte d'entrée de tous les phénomènes dits paranormaux ou inexpliqués. Je m'explique. Chez les fameux ghost hunters, les chasseurs de fantômes, on a de nombreux cas où on nous explique que tout le monde charge ses petites batteries, et puis quand on arrive sur le terrain, qu'on a les phénomènes, les batteries sont toutes déchargées. Dans les phénomènes ovnis, on a des arrêts de voitures, des batteries déchargées, des interactions avec des appareils électriques. Il y a une interaction, il y a même un pompage de l'électricité qui est fait, une interaction électromagnétique. Et on a même des cas donc, de chasseurs de Bigfoot qui avaient positionné des caméras sur les arbres et qui s'étaient couchés une nuit dans leur tente et qui ont entendu la créature marcher toute la nuit autour d'eux, grogner et compagnie. Ils se sont dit, demain, génial, on va avoir tout en photo et en vidéo, ça va être super. Et quand ils ont, le lendemain, repris leurs caméras, les caméras étaient HS, complètement HS. Donc, la corrélation que j'ai faite, c'est qu'on a des sols qui ont une interaction électromagnétique, c'est-à-dire qui donnent un potentiel électrique. Et ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans des études de terrain, des études scientifiques, notamment les études de la Chambre d'agriculture, qui expliquent bien que lorsque l'on a dans des fermes d'élevage, des écoulements d'engrais, ou alors on met des pieux métalliques pour faire des pâtures, on crée, en fin de compte, des interactions électromagnétiques avec certains types de sols. Et d'ailleurs, c'est même très mauvais pour les élevages laitiers parce que les vaches sont très sensibles à ça. Et on a une perte de la production de lait. Et du moment où on enlève ces polluants ou ces métaux, on a une cessation du problème. Donc, c'est quelque chose. Et donc, il existe des courants potentiels électriques induits dans le sol à l'état naturel. Et ces milieux-là offrent ces potentiels électriques. D'où l'interaction, la corrélation entre ces types de milieux et tous les phénomènes dits inexpliqués, que ce soit les cryptides, qui, de mon point de vue, par toutes les recherches que j'ai pu faire, et d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, j'explique comment j'arrive à lier ovnis et cryptides, on a une interaction électromagnétique offerte par ces types de sols. Et ce qui est dingue, et c'est quelque chose qu'il faut falloir prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas un type de sol naturel qui se dégrade naturellement. On a un phénomène de dégradation naturelle sur un type de sol qui est le type de sol des Bigfoot, et on a le même phénomène sur les terrains marécageux, comme l'exemple ici de Compiègne. Et ces terrains-là n'ont pas ce potentiel électromagnétique, mais c'est la pollution humaine,
la pollution des sols par l'activité humaine, agricole et industrielle, qui crée le même phénomène que le phénomène naturel. C'est-à-dire que là où le Bigfoot arrive à rentrer dans la réalité par un phénomène naturel de mise à disposition d'un potentiel électrique, le Dogman, lui, pirate la réalité. Il pirate par une dégradation des milieux par l'homme. C'est ça et ça, c'est des conclusions que j'ai eues par la physico-chimie des sols, en comparant tous ces sols-là. Et c'est ça la grande conclusion qui est assez incroyable, c'est qu'il semblerait que l'homme, par sa dégradation, l'homme, on va dire, une humanité très matérialiste, par son activité, amène des phénomènes qui ne sont pas, eux, matériels, et qui naviguent entre deux eaux, et c'est très inquiétant. Alors, autant pour le Bigfoot, il semblerait que c'est un phénomène plus ou moins naturel, inné, enfin un phénomène intégré dans une forme d'espèce d'écosystème plus global, hein, au-delà de la matérialité. Autant le Bigfoot est, selon mon étude, un piratage de la réalité. On a dans certaines théories ufologiques qui sont un petit peu extrêmes, des notions de reptiliens, des notions de gris auxquelles moi je n'adhère pas forcément, mais où on veut montrer qu'il y a un côté, là où il y a un côté lumineux, il y a un côté sombre dans les phénomènes. Bon, ben, on peut dire que là où il y a effectivement les Bigfoot qui ont l'air d'être plutôt intégrés dans un espèce de super écosystème, une espèce de faune subtile, on a de l'autre côté une créature qui n'est présente que dans les endroits, entre guillemets, pollués, hein, je suis désolé, enfin certains types de milieux pollués en fin de compte. Voilà. Et je passe effectivement cette grande ligne bleue que vous voyez, puisque moi je suis radiesthésiste, et j'ai aussi corrélé que certaines grandes lignes de force, alors on a la théorie des laits, qui est une théorie anglaise, hein, où on avait remarqué qu'on avait des alignements de mégalithes, de cathédrales, de chapelles, et tout ça est aligné sur des espèces comme des lignes invisibles. Alors moi, j'ai été dans ces recherches-là, et c'est vrai qu'avant d'étudier le Dogman, je m'étais rendu compte que dans la forêt de Compiègne, il y avait une ligne qui passait, et c'est cette ligne-là. Et je me rends compte que le phénomène, lui, bah, il était vraiment pas loin. Et ces lignes-là, je les ai faites à l'époque de la calèche sur le chemin, 2 ans avant. Et ce n'est que 2 ans après que j'apprends qu'une créature étrange, élusive, a été vue là où passe une ligne, en fin de compte. Donc, c'est aussi des... Je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est quelque chose à étudier. Parce que dans les témoignages de Dogman, on parle souvent de la présence de ces créatures étranges près de sites religieux. Et on sait que les sites religieux sont souvent bâtis sur des endroits favorables à une forme de spiritualité. Voilà. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais c'est des choses à prendre en compte. Okay. Voilà. Alors, du coup, sur peut-être la diapo suivante, on va s'enfoncer un peu dans une théorie qui, cette fois-ci, est peut-être un peu moins matérielle, parce que, effectivement, j'ai aussi ce côté occultiste. Hein, je ne peux pas nier le fait que j'ai beaucoup avancé dans ces étranges phénomènes, notamment les brûlures géométriques cutanées, par exemple, qui ont été référencées par Touraine Insolite, que vous connaissez peut-être au travers de Oui. Denis. Oui. Rémi. Ça, par exemple, ces phénomènes, je les ai compris. J'ai cru les comprendre parce que j'ai étudié aussi, j'ai pas mal lu de bouquins anciens d'occultisme. Et alors, quelle serait la nature de ces créatures? La nature de ces créatures, si j'amène, moi, le fait que ce ne sont pas des animaux, et ce qui expliquerait pourquoi on n'arrive pas à mettre la main dessus, en fin de compte. On n'y arrive pas, hein, je suis désolé. Les cryptozoologues vont nous dire non, c'est un animal élusif. En attendant, ça fait un moment que c'est élusif. Et puis quand on entend les théories des Amérindiens, les Amérindiens ne nous disent pas que ce sont des animaux élusifs, ils nous disent que ce sont des esprits de la forêt. Donc moi, j'ai tendance à faire confiance plus aux Amérindiens qui sont là depuis des milliers d'années sur leur territoire, qui ne sont pas des joyeux, des gentils naïfs, hein, des gentils sauvages, mais qui sont des êtres humains intelligents. Quand ils vous disent que ce sont des créatures, des esprits de la forêt, des créatures qui peuvent apparaître et disparaître, hein, c'est leur vision, c'est ce qu'ils transmettent, hein, c'est ce qu'ils expliquent aux blancs, entre guillemets. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. J'ai essayé de comprendre ce qu'étaient ces créatures. Plus globalement, d'essayer de comprendre ce qu'est le phénomène OVNI. Parce que ça fait, on va dire, 70 ans que on relève beaucoup de cas, on voit qu'il y a des corrélations avec le nucléaire, hein, on voit bien que du moment où on a lancé les bombes nucléaires, on a d'un coup eu des pics
d'OVNI qui sont venus spécifiquement là où on faisait péter les bombes. Donc, il y a bien une interaction aussi, il y a une volonté, il y a quelque chose. Évidemment, on ne peut pas le nier, ça c'est tellement, statistiquement, c'est tellement flagrant, les mathématiques ne mentent pas. Mais il n'y a pas que ça. On voit, tout à l'heure, je vous ai montré une corrélation entre la pluviométrie et les OVNI. D'ailleurs, quand j'ai regardé tout à l'heure sur la carte la présence d'OVNI et de pluviométrie, on voit qu'à 80%, ma théorie est bonne. Mais il reste 20% d'OVNI qui ne sont pas tout à fait dans les zones pluvieuses. Moi, j'en suis venu à me dire, le phénomène OVNI, ce n'est pas un phénomène homogène, on est sur un pot pourri. Le phénomène OVNI, pour moi, c'est un pot pourri d'au moins 2 ou 3 catégories de phénomènes que l'on ne comprend pas encore. Pour moi, quand on regarde aux États-Unis, on se rend compte que le phénomène des cryptides associés aux ovnis, il couvrirait, on va dire, 70% des phénomènes ovnis aux États-Unis. Là où il y a les hotspots d'ovnis, il y a du Bigfoot, il y a du Dogman, et ces créatures sont semi-matérielles. C'est peut-être une espèce d'entrée-sortie énergétique, c'est ce que j'imagine. Mais je me dis, on voit que ce n'est pas tout à fait corrélé. Il y a d'autres choses. C'est comme si le phénomène était, entre guillemets, un pot pourri de différentes consciences qui sont là, chacun un peu dans des objectifs ou qui piratent une réalité dans leurs objectifs un peu personnels. On voit qu'il y a un phénomène ovni intelligent qui tente de communiquer avec nous. En 2015, quand les soi-disant drones ont survolé nos centrales nucléaires, nous, ufologues, on sait très bien que c'était plutôt ce qu'on pourrait appeler des drovnis. On a notamment le directeur de la centrale du Blavier qui nous a bien dit, moi, je n'ai pas vu de drone, monsieur, dame, j'ai vu des ovnis. Il l'a dit, il l'a dit à un journaliste. Et nous, on le sait, à l'époque, en 2015, moi, j'étais en contact avec un gendarme, un adjudant-chef, et à titre privé, on l'a rencontré. Et il nous a dit, non mais, il dit, c'est des ovnis, les gars. C'est des ovnis. Hein. Nous, on a ordre de tirer dessus. Hein. Ce n'est pas du drone. Hein. Les drones n'ont pas cette capacité en plein hiver, au mois de novembre, avec des vents à 80 km/h, de survoler l'intégralité du territoire en 2 à 3 soirées et à terminer à Brest devant les sous-marins, quoi, les sous-marins nucléaires. Ils ont survolé tout le territoire. Ce sont des ovnis. Et d'ailleurs, quand on faisait décoller les hélicoptères, le truc, il était déjà parti à plus de 300 km/h. Le truc filait. Donc, on n'est pas sur des drones, les drones humains. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les médias, le traitement médiatique fait par TF1, par exemple, où on nous a sorti des histoires de drones, je me suis dit que vraiment, on cherchait à nous cacher la réalité. Et là, moi, j'avais parlé à des gendarmes, à des journalistes et à des ufologues. D'ailleurs, à l'époque, c'était au repas ufologique de 2015, je crois, c'était au mois de décembre, avec Christian Comtesse. C'est là que j'ai rencontré pas mal de monde et on nous a parlé des drovnis et qu'effectivement, ce n'était pas du drone, quoi. Donc, on a un phénomène ovni intelligent qui a l'air de vouloir se manifester. Moi, j'aime à dire un peu comme lorsque l'on met un mobile lumineux au-dessus d'un lit de nourrisson et qu'on fait tourner ce mobile lumineux et coloré au-dessus de la tête des enfants pour que les enfants viennent tendre les mains et comprendre qu'il y a une autre réalité derrière et qu'il faut commencer à aller plus haut que ce que le bébé est capable de faire. Moi, je pense qu'une partie du phénomène ovni, ce sont des mobiles lumineux et colorés parce qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à comprendre la logique du phénomène. On ne comprend pas. On sait qu'il s'intéresse un peu au nucléaire, mais après, ça va voir des gens lambda à gauche, à droite, des promeneurs en forêt, des docteurs, des machins. C'est comme si ça essayait d'allumer plein de petites lumières partout pour essayer en fait de faire monter à long terme une espèce d'ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, le livre OVNI Conscience, Patrice, je rebondis dessus, pour moi, a été un tournant dans ce que l'ufologie peut prendre comme chemin. En tout cas, c'est une piste qui aujourd'hui, et tu le dis très justement, il faut prendre en compte. Et ensuite, on a cette deuxième partie de phénomène lumineux qui, lui, est associé aux cryptides. C'est comme si, pour faire simple, on avait une infrafaune, comme une infrafaune ovni, et une suprafaune ovni. Et tout ça est un pot pourri dans lequel nous, êtres humains, on essaye de faire du tri, on essaye de comprendre ce que ça pourrait être, alors que c'est une multitude. Et aujourd'hui, il faut bien, je pense, prendre en compte cette possibilité de phénomène ovni pot pourri. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors,
là, c'est le discours de l'occultiste maintenant qui va avancer. J'ai lu beaucoup de bouquins d'occultisme. D'ailleurs, les occultistes ont des centaines d'années d'avance sur les scientifiques, puisque la multidimensionnalité, la notion de vibration, que tout est vibration, c'est des choses qu'on retrouve dans des livres tels que le Kybalion, par exemple. C'est des vieux bouquins d'occultisme, c'est des initiés Rose-Croix ou des initiés francs-maçonnes de l'époque, pas ce qu'on fait de la franc-maçonnerie aujourd'hui, mais c'est des initiés de l'époque qui nous disent tout n'est que vibration, l'univers est multidimensionnel, et ça, c'est des choses qui étaient dit à l'époque. Et aujourd'hui, on a la science qui commence à dire, en fait, l'univers, il est peut-être un peu multidimensionnel parce que pour expliquer la physique quantique, il faut bien des espaces, il faut des dimensions supplémentaires pour expliquer la relation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors d'un seul coup, hop, on arrive là-dessus. Et puis l'univers n'est que vibration, oui, c'est ce qu'on nous dit aussi. Il n'y a qu'à regarder les expériences de cinématique ou d'écouter ce qu'on nous dit avec la théorie des cordes. En fin de compte, une matière serait une matière et une autre serait une autre, parce qu'au cœur des quarks, on a des brins d'énergie qui vibrent sur des fréquences différentes, enfin sur des périodes différentes, et on a un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène. Voilà, c'est comme ça, mathématiquement, ça n'a pas été prouvé en labo, mais mathématiquement, par les calculs, c'est une piste qui est valable. Et donc, dans les milieux occultes, dans le milieu occultiste, on nous explique, alors là, c'est pour essayer de trouver derrière, de dire, mais alors le phénomène OVNI, d'où il vient? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en occultisme, on nous explique qu'en fin de compte, il y a des dimensions intermédiaires pour arriver jusqu'à l'homme, et que ces dimensions, pour monter vers nous, il y a densification. Et d'ailleurs, dans certains bouquins d'occultisme un peu plus modernes, on nous parle de la notion d'électromagnétisme. C'est ça qui est intéressant. On nous parle de l'électricité, on nous parle de l'électromagnétisme comme d'une passerelle vers nos plans de réalité, une forme de densification par les champs électromagnétiques. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça ressemble à ce qu'on voit sur le terrain. Quand on regarde ce que nous disent les témoins, ça y ressemble vachement. On se retrouve dans une espèce de bulle de surréalité. Il y a un effet frange, un effet Oz. On a une perte des repères d'espace-temps, on n'a plus de son, on a une perte de tous les repères. On se retrouve dans une espèce de bulle de surréalité. Et c'est vachement intéressant. Par ce focus en occultisme, on nous dit oui, il y a des consciences sur des plans plus subtils, et pour remonter vers nous, elles utilisent des ponts, des failles, et on est dans l'ordre de l'électromagnétisme. Et je trouvais ça super intéressant parce que moi, par ma présentation sur les types de sol qui provoquent un courant potentiel et donc une forme d'électromagnétisme à l'état latent disponible pour des phénomènes qui viennent du coup sur des zones précises à ces endroits précis, je trouve ça très intéressant. Du coup, on va passer la 16 et la 17 parce que je ne veux pas partir dans l'occultisme. On n'est pas à OVNI Paris, on est sur un sujet beaucoup plus ufologique et je ne veux pas perdre les gens. Après, ils pourront écouter sur d'autres émissions, je vais plus loin. Si tu vas sur la partie 19, la photographie 19, voilà. C'est un schéma simple, c'est ma vérité à moi, c'est la photographie de ce que je pense à l'heure d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait effectivement un œil avec un triangle. Attention, je ne suis pas franc-maçon, ce n'est pas le symbole franc-maçon. C'est pour symboliser, dans toutes les religions, on parle d'une espèce de point d'origine trinitaire, c'est-à-dire une espèce d'entité créatrice sous trois visages. Donc, je l'ai symbolisé pour symboliser ce point d'origine. Voilà, j'y ai mis ce que j'ai appelé la trinité créatrice du monde manifesté. Donc voilà, ne vous arrêtez pas au symbole en tant que tel, ce n'est pas un symbole franc-maçon. Je ne suis d'aucune obédience, de rien du tout, moi je suis juste indépendant. Mais voilà, c'est le point d'origine, il fallait que je symbolise le point d'origine. En occultisme, on nous dit en fin de compte que le but de la réalité, c'est la montée en conscience des unités de conscience, c'est-à-dire prendre conscience de plus en plus de son propre moi et de la réalité extérieure. Alors c'est de la métaphysique, mais à un moment, ce que je voulais faire apparaître dans le phénomène OVNI, c'est la notion d'infrafaune, c'est-à-dire qu'on a l'homme, vous voyez en face du triangle, tout en haut, on a un homme là qui a les mains dans les poches. On va symboliser l'humanité, elle est là. Vous voyez, elle est à mi-chemin au sein d'une espèce d'évolution dans laquelle, plus on va monter, plus on va avoir à disposition de l'espace-temps.
Et on a, juste en dessous de ça, on a ces fameux phénomènes d'infrafaune, que l'on va retrouver d'ailleurs sur ces types de sols, que sont les dogman, les Bigfoot et le Mossman. Vous allez me dire, le Mossman, Point Pleasant, pourquoi il nous met ça là? Il nous met ça là parce que dans mon bouquin, quand j'ai étudié les types de sols de Point Pleasant, je me suis rendu compte que la fameuse zone TNT est une zone polluée et qu'elle offre donc, par ses critères physico-chimiques, tous les critères de manifestation d'un courant potentiel du sol. Et toute cette histoire de Point Pleasant tourne autour de la zone TNT. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que le milieu, à nouveau, offre ce courant, ce champ électromagnétique potentiel par la situation des polluants présents sur ces zones de stockage. Voilà l'explication du fameux Mossman, qui est une créature. Au final, le Dogman et le Mossman, pour moi, sont ce qu'on va appeler des chimères. C'est-à-dire que ça prend la forme que ça veut, en fin de compte. Ce n'est pas physiquement quelque chose d'arrêté. Ça prend la forme que ça veut. Je n'irai pas plus loin là, je l'ai expliqué dans d'autres émissions un peu plus occultes. J'ai expliqué comment elles arrivaient par les plans astraux, en fin de compte, à se créer un espèce de corps, une chimère, en fin de compte, et à pouvoir monter dans notre réalité parce qu'elles sont localisées, le Dogman comme le Mossman, sur des sites bien précis, avec des types de sols offrant une physico-chimie bien précise, pollués par l'activité humaine, et du coup, c'est là qu'on a ces fameux hotspots. Donc, on aurait une infrafaune qui, elle, répond à des critères liés à la pluviométrie, à la physico-chimie des sols. Donc, ce sont des phénomènes qui sont, entre guillemets, moins libres de faire les choses parce qu'elles sont piégées, elles doivent respecter des règles pour pouvoir venir apparaître sous une forme qu'on va appeler d'ovni, mais on va dire l'ovni de l'infrafaune. Et puis parce qu'on a bien vu que le phénomène ovni n'était pas corrélé à 100% sur ces types de cryptides semi-matériels, on a de l'autre côté ces fameux cas d'ovni pas agressifs, justement, parce qu'on a des phénomènes ovni agressifs. C'est ça qui est assez étrange dans le phénomène ovni, c'est que des fois, on a carrément des agressions de boules lumineuses qui viennent brûler les gens. Hein. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, quand d'un côté, on a un phénomène qui semble nous donner des réponses, qui semble nous guider vers un monde sans nucléaire, et puis de l'autre côté, on a des trucs qui nous tapent sur la gueule, excusez-moi, mais on nous dit, mais attends, c'est pas cohérent, il y a une incohérence dans le phénomène OVNI. On n'arrive même pas à construire notre pensée sur qu'est-ce que le phénomène OVNI. Parce qu'on veut faire rentrer tous les phénomènes dans une même boîte, la soucoupe volante en aluminium. Non, il faut élargir notre vision et se dire, à l'image de notre réalité matérielle, les écosystèmes sont complexes. On n'a pas un seul animal qui mange un autre animal, point. On a une multitude. Et à cette image matérielle, on a sûrement sur les plans subtils une multitude aussi. Et on a un phénomène évolutionnaire, ce qui semblerait donc répondre à cette logique. Un phénomène ovni, on va dire d'infrafaune, relié très fortement à des lieux. C'est comme ça que les ufologues vont pouvoir commencer, s'ils partent sur ma piste, à se dire, OK, ça c'est un phénomène infrafaune, c'est un phénomène qui est lié spécifiquement à des lieux. C'est bien les lieux précis qui permettent l'apparition de ces phénomènes de manière électromagnétique. Et de l'autre côté, on a un phénomène ovni qui a l'air de maîtriser beaucoup plus son environnement, qui n'a pas besoin d'être sur ces zones-là, qui vient aux endroits où elle a envie de venir pour communiquer aux personnes des choses, des informations. Et on a énormément de témoins qui nous disent, voilà, j'étais dans mon jardin, boum, il y a quelque chose qui arrive, on me donne une information, où je pensais à un ovni, l'ovni est arrivé. Il y a une interaction très étrange entre la conscience de l'observateur et le phénomène. Et ça, c'est la partie suprafaune, je vais appeler ça suprafaune et non pas extraterrestre, parce que extraterrestre, pour moi, c'est limitatif. On va partir sur une suprafaune, où on va appeler ça les ultraterrestres, ou les supraterrestres, ou les extratemporels, si vous voulez. Je pense que ce serait beaucoup plus réaliste, un peu à l'image du film Interstellar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est génial, ce film. Regardez Interstellar, et je pense que vous aurez une vision peut-être beaucoup plus fine de ce que pourrait être le phénomène ovni, on va dire bénéfique, le suprafaune. Je pense que vous aurez quelque chose qui va dans le bon sens. Je pense, c'est une intuition. Hein. Donc, on a ce deuxième type de phénomène qui a l'air
d'utiliser le phénomène OVNI comme, je vous l'avais dit, ce petit tourniquet qu'on met au-dessus des lits de bébés pour attirer l'œil, pour attirer la conscience humaine, pour lui dire « Attends, ne reste pas enfermé dans ton monde matériel, métro, boulot, dodo. Regarde au-dessus de ta tête. On est là. L'être humain, il est bien plus qu'un animal qui va travailler pour manger, qui se reproduit et qui va regarder la TNT, la TNT pour se vider la tête. Non, on est des êtres pensants et bien plus que des animaux. Regardez plus haut. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de cas de témoignages où les gens ont voulu voir des ovnis et ils ont fini par en voir, comme si le phénomène était une forme de guidance qui disait, tiens, lui, il est mûr, on va lui en montrer un. Et donc, pour moi, le phénomène OVNI n'est pas un phénomène qui est explicable en se disant, ils viennent coloniser, ils vont nous envahir. On voit bien que ce n'est pas le cas, ça fait 70 ans qu'ils nous tournent au-dessus de la tête et qui sont… C'est autre chose, c'est autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est une guidance. C'est une guidance pour l'humanité. Et en fin de compte, c'est une guidance qui a le temps. On attend tout de suite d'avoir une soucoupe volante qui va se poser sur la Maison Blanche et puis nous dire alors nous sommes les Vénusiens et nous venons. Non, je pense qu'on est sur une guidance qui va apparaître aux religieux sous une forme religieuse. Et je rebondis sur ce que tu as dit sur la Vierge Marie. Si elle a en face d'elle des croyants, elle va apparaître sous un vocable de croyant. Si elle a un chaman devant elle, elle va apparaître sous la forme d'un grand serpent multicolore, par exemple. Et si elle a un technoscientiste devant elle, eh ben, elle va apparaître sous la forme d'un ovni. Et d'ailleurs, on voit bien que le phénomène ovni, depuis les zeppelins du 19e siècle jusqu'au plasma lumineux qu'on a aujourd'hui, il y a une évolution, et ce n'est pas une évolution technologique, c'est juste l'image, le masque qui est pris, qui change, enfin, qui s'adapte à ce que l'être humain a compris. Parce qu'en plus, c'est vrai que l'univers filmographique, cinématographique, ça sera mieux, nous a vachement fait progresser. Par exemple, Matrix, ça nous a fait avancer, ça a fait avancer, on va dire, la classe moyenne, ceux qui ne recherchent pas tous ces phénomènes, ça les a fait un peu avancer. Et on accepte beaucoup plus aujourd'hui, parce que Philippe Guillemot est en train d'expliquer la physique de l'information, l'omniprésence de la conscience. La fente de Jung, la théorie de la fente de Jung nous montre bien que la lumière est une information potentielle, et au moment où on regarde la lumière pour comprendre pourquoi elle apparaît sous une forme d'onde, le photon qui a été envoyé sur le fond lumineux fait le choix de faire un choix parce que la conscience a tes souhaits, Patrice. Parce que la conscience a choisi, a fait le choix dans une réalité potentielle. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui part dans la mouvance de Philippe Guillemot et du travail de M. Bonvin et la multi-collaboration de tous ces écrivains qui sont intervenus dans le livre OVNI Conscience. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. En fait, ça fait 70 ans qu'on a cru que c'était des extraterrestres les boulons. Et en fin de compte, on voit bien que ce n'est pas le cas. On n'arrive pas au bout de la conclusion. On n'y arrive pas. Donc, à un moment, il faut élargir le périmètre d'enquête. Et il faut prendre en compte non seulement le phénomène, mais l'interaction qu'elle va avoir avec le témoin. Comment elle se présente au témoin et quel est l'état d'esprit du témoin? Est-ce qu'il est en recherche spirituelle? Est-ce que dans son enfance, il a vécu déjà des phénomènes paranormaux? Moi, j'ai beaucoup de gens qu'on a été voir sur le terrain, quand ils ont compris qu'on n'était pas que ufologues, qu'on avait aussi une vision radiesthésiste, occulte, les gens nous ont dit « Ouf, je vais pouvoir vous dire qu'en fait, j'ai vu un ovni, mais quand j'étais petit, je sortais de mon corps. » Et ça, c'est récurrent, hein. C'est pas des choses, c'est pas un pleu-pleu qui m'a dit ça une fois. Les gens nous disent, écoutez, quand on a été reçu par le GEPAN, quand le GEPAN est venu, j'ai préféré pas dire que depuis mon enfance, je vois les morts. J'ai préféré pas le dire parce que sinon, mon témoignage sera pas pris en compte. Vous voyez, même le témoin, il se filtre lui-même. Et derrière, on perd de l'information parce que c'est récurrent, c'est récurrent. Il y a une frange de la population, tiens, je vais vous donner l'exemple d'un ufologue qui a 90 ans aujourd'hui, enfin 90 ans, il doit avoir 90 ans, ce monsieur, c'est un très bon ami à moi. Ce monsieur, pendant 30 ans, il n'a pas vu un ovni. Et pourtant, il allait au repas ufologique, il faisait les soirées sur ICAT, je crois. Sur ICAT, oui. Sur ICAT, il ne voyait rien, ce monsieur. Et puis un jour, il se remet en ménage avec une dame médium.
Et à partir de ce moment-là, il a vu un ovni par an. C'est dingue, hein? C'est comme s'il y avait une catégorie de la population qui était branchée sur une chaîne que nous, on n'a pas. Une espèce de canal plus scripté. Et ces gens-là, non seulement pouvaient voir les phénomènes, et comme ils en voient beaucoup, ils finissent par se taire, ou alors ils en parlent et ils passent pour des illuminés, pour des illuminés. Ou alors, et en plus, par-dessus le marché, ces gens-là arrivent à créer un espèce de champ d'ambiance autour d'eux, et des gens qui ne voient rien habituellement, quand ils sont en présence avec eux, voient les choses. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Voilà, c'est une piste. Je ne dis pas que c'est une réalité, c'est une piste, parce que moi, j'en ai rencontré plein des cas comme ça. Voilà, donc là, j'ai un peu débordé parce que j'ai fait aussi ce choix de revenir sur les ovnis plutôt que de repartir sur le Dogman Bigfoot, parce que je pense que c'est intéressant pour amener les questions après, le débat. Voilà, et j'arrêterai là. Je pense que ça suffit pour OVNI Paris sur cette vision-là. Je ne veux pas effrayer les gens. J'ai sûrement, en plus, peut-être été un peu loin. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Philippe Guillemant est une référence. Moi, c'est vraiment mon phare. De mon côté, je ne bois pas ses paroles. De mon côté, je lis mes bouquins, j'expérimente, parce que je fais beaucoup d'expérimentations. Comme je vous ai parlé, j'ai vécu une hantise, mais je n'ai pas vécu que ça. Je n'ai aucun talent particulier, mais j'ai fait le choix pour les ovnis, pour les phénomènes inexpliqués. J'ai fait ce choix parce qu'il faut prendre conscience que, malheureusement, à contrario de ce que dirait saint Thomas, pour voir, il faut croire. Parce que c'est la conscience qui fait tout. Et à partir du moment où on ouvre la conscience, le phénomène apparaît. Et moi qui n'ai aucun talent, qui ne suis pas médium, qui n'étais pas radiesthésiste à la base, je me suis formé tout seul de 14 ans à 35 ans. Je n'étais pas forcément doué et j'ai réussi parce que je me suis forcé à essayer de partir là-dessus. Moi qui n'étais pas spirit, j'ai eu beaucoup d'expériences spirit où j'ai même eu des proches qui m'ont donné de l'information, des proches décédés qui m'ont donné de l'information qui n'était connue de personne. Ça, c'est des expériences personnelles. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, j'ai eu de l'information. Quand on parle de physique de l'information de Philippe Guillemant, l'information existe dans les mondes subtils. Si on cherche à la capter, on la trouve. Et vraiment, c'est presque une guidance moi, que j'ai eue de pouvoir générer une hantise, puis ensuite de rencontrer un monsieur du CNRS. Vous imaginez le grand écart que j'ai fait et d'en ressortir qu'il existe des potentiels, des sols qui sont en potentialité de faire apparaître des phénomènes. Et je pense que ça a été montré publiquement par pas grand monde. Moi, je n'ai pas trouvé des gens qui avaient la théorie que j'amène. Et je me dis que c'est juste parce que j'ai eu la volonté de chercher et l'ouverture d'esprit, de casser les cloisons, parce que j'ai fait de l'ufologie, j'ai fait là de la cryptozoologie, j'ai fait ce qu'on appelle du ghost hunting, mais bon, moi, je ne l'ai pas fait sous l'angle chasseur de fantômes, moi, je n'étais pas dans cette logique. J'ai compris que c'était axé, en fin de compte, c'était 80% des phénomènes sont autogénérés, comme les poltergeists chez les adolescents en crise, par exemple, c'est l'émotionnel qui génère beaucoup de phénomènes, en fait. Tout ça, j'ai cassé les cloisons, puis aujourd'hui, quand j'explique ce que je fais, j'ai vu sur d'autres chaînes concurrentes, c'est pas des chaînes concurrentes, mais d'autres chaînes, j'ai beaucoup de témoins de gens qui ont fait des commentaires, on est plus de 400 d'ailleurs sur une chaîne d'ailleurs, où on m'a dit enfin un peu de cohérence dans tout ça, on casse les cloisons, on fait des liens entre ovni et cryptide, entre hantise et ovni, parce qu'on a des gens qui autogénèrent des phénomènes lumineux, il faut le savoir. Moi, j'ai rencontré un témoin, d'ailleurs, il y avait Egon Kragel ce jour-là, j'étais avec lui, on a enquêté chez une même personne à Paris, donc si Egon écoute, je crois qu'il me reconnaîtra, il saura. On avait un monsieur qui a autogénéré, il a autogénéré un ovni, il l'a fait, parce qu'il en avait vu un vrai 10 ans avant. Et il a tellement eu envie, d'un coup, il a eu un regain d'intérêt pour les travaux du docteur Petit, c'est ça, docteur Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, la magnéto-hydrodynamique et l'affaire Humeau. Il a eu la volonté de repartir là-dessus, et du moment où son conscient était ouvert, il m'a dit, à un moment, j'étais dans mon travail professionnel, je ne m'intéressais plus, puis là, maintenant, je reviens dessus. Il a vu un ovni, dis donc, de nouveau. Donc, c'est intéressant de regarder l'interaction conscience-ovni, c'est important. Et je dirais, pour terminer, à l'image de la foudre, on sait que la foudre, en fait, ce n'est pas uniquement quelque chose qui tombe du ciel, c'est un courant électrique qui monte de la Terre et c'est un courant électrique qui descend du ciel et il y a un point de connexion. Le phénomène ovni, c'est ça. C'est la rencontre d'une guidance,
d'une surconscience et d'un observateur prêt à voir. Alors inconsciemment, peut-être que les gens vont dire non, mais moi j'étais pas prêt, mais si. Au final, on se rend compte toujours que derrière, une fois que l'OVNI a été vu, ça change la personne pour toute sa vie et elle ne voit plus le monde de la même manière. Voilà, puis j'en ai terminé. Merci beaucoup. C'était vraiment Merci, une très bonne conférence, passionnante. Bravo, merci beaucoup. Merci.